On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse séjourne dans un EHPAD avec son mari. Quand je la rencontre, elle se promène dans les couloirs de l'établissement. Elle me sourit et me demande de deviner son âge. J'en suis bien incapable, mais une chose est sûre, je trouve cette femme rayonnante. Pour Marie-Thérèse, l'histoire commence à Beaulieu-sur-Layon, au domaine de la Soucherie. Elle est la petite fille et fille de contremaître. Elle grandit au milieu des vignes. Le château appartient à la comtesse de Brissac, qui a pour habitude de recevoir les auteurs Maurice Druon et Joseph Kessel. Je vous laisse découvrir la suite de ce récit de vie surprenant qui vous transportera à coup sûr dans un autre temps. Bonne écoute. Votre prénom à vous? Capucine. C'est mignon. Marie-Thérèse, 9 août 1934, Beaulieu-sur-Layon, 49, Maine-et-Loire. Ma grand-mère est venue la première à la Soucherie. Après, ça a été vendu à la marquise de Brissac. J'avais 2 ans, donc vers 1936. Elle a acheté la Soucherie. Ah oui, c'était une propriété que de la vigne. C'était un coteau avec des pieds de vigne, du vin blanc. Il y avait 2 prés quand même. Un petit parc qu'on appelait le jardin anglais. Il y avait même un bassin cimenté dans lequel on mettait de l'eau. Et sans ça, dans le bas de la propriété, il y avait le Layon, comme je vous ai dit, Beaulieu-sur-Layon. Il y avait le Layon qui coulait. C'était beau d'avoir une rivière. Et le long de cette rivière, à l'époque, moi, il y avait un chemin de fer qui faisait tout le cœur de la vallée. Très joli. Et quand on montait sur la terrasse, là, sous la fenêtre de Madame la Marquise, on voyait loin, très très loin. On n'était pas embrigadés. Papa a rencontré maman parce qu'il est venu travailler à la Soucherie. Leurs prénoms, Léontine et Paul. Ils ont eu d'abord Renée, une petite fille qui est décédée à 2 ans de l'appendicite, parce qu'on était loin de la ville. On était loin d'Angers, 25 kilomètres. Après, il y a eu Paul, Pierre. Pierre est décédé en jouant au football. Un jour de pluie, il a reçu le ballon très lourd, humide, tué sur le coup. Il avait 22 ans. Après, il y a eu Jeannette, qui a fait institutrice. Et puis moi, 7 ans après ma sœur, accidentellement, maman n'était certainement pas mécontente. Mais ma sœur, elle n'était pas contente. Elle voulait rester la dernière. Quand je suis née, elle voulait me jeter dans le puits. Papa buvait. Le soir, moi j'étais petite fille, les yeux, il sortait des orbites. Il était paf. Oui, il allait à la chasse, il allait à la pêche. Comme on était au bord du Layon, je vous dis une rivière, il avait un petit bateau. Vous mettez un pied de chaque côté dans le bateau et vous brassez l'eau. Et les poissons s'en vont sous les racines des arbres, là. Vous n'avez plus qu'à le cueillir. Et puis il allait à la chasse, il avait acheté un fusil, et quelquefois, quand c'était l'époque, il allait tuer des
des lapins dans les vignes. Faut être prompt à tirer, hein. Il y avait 4 logis sur la propriété. Le petit Châtelet pour la propriétaire, nous, les contremaîtres, la maison était correcte. Et puis en bas, dans le bas du coteau, il y avait 2 maisons pour les ouvriers. En tout, il y avait 7 ouvriers. Il faut les faire, les vignes, au mois de 15 septembre, octobre. Les vendanges, ça venait de partout pour faire des vendanges. On tuait le cochon. Pendant 15 jours, il fallait nourrir les vendangeurs. Ça buvait pour faire couler les repas, mais j'ai fait les vendanges, moi aussi. On transporte son seau, vous avez le sécateur à la main, et vous allez de pied en pied, et vous cueillez presque tout. Presque tout était mûr quand on faisait les vendanges. Quand vous êtes au bout du rang, si votre seau est plein, vous le versez dans une moitié de tonneau, et les hommes chargent ça sur un traîneau tiré par le cheval entre les rangs de vignes. Après, ils emmènent ça au pressoir. Il n'y a que un mois plus tard qu'on repassait après par derrière pour ramasser les petits crapillons qui étaient restés. Mais c'est gai. C'est gai. Les celliers étaient là, des gros tonneaux. Le vin se faisait là. En face, là, les celliers, maman avait sa buanderie. Elle avait une grosse cuve, donc elle faisait du feu en dessous. Elle chauffait l'eau et elle faisait sa lessive là-dedans. Elle revenait vers un bassin cimenté où elle mettait de l'eau pour le rinçage et brossait à la brosse tous les vêtements. Et j'ai entendu dire là que le mécanicien était plus facile à laver que le boulanger. Parce que mon frère décédé au football était boulanger et l'autre frère était mécanicien. Je sais pas, ça devait coller, je sais pas. Puis après on entrait en guerre. Quand j'allais à l'école, on avait les Allemands tout le long de la route, parce qu'ils avaient invité un autre petit château en haut, à l'entrée du bourg de Saint-Lambert. Ils habitaient ce petit château. Nos parents nous avaient dit de ne pas leur parler. On suivait notre route et là, je faisais 4 kilomètres à pied pour aller à l'école, par tous les temps. Alors, sur le manteau, maman nous mettait, comme les gendarmes, vous savez, des capes. Une belle cape de drap noir à capuche. Je mets mon cartable à la main, dessous, parce que le coup des bretelles, c'est venu après. Hein. Et oui, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le cartable sur les épaules? Non. À la main? Oui, oui. L'école laïque, c'était les religieuses qui avaient la coiffe. Et on a appris à lire avec la même religieuse, Sœur Saint-Ignace, pas très grande, des lunettes. Elle nous mettait entre ses jupons. Fallait tout découvrir, faire répéter. Elle suivait avec son crayon les lignes. Elle nous a appris à lire comme ça. Elle a été très bien, Sœur Saint-Ignace. La preuve, on a tous appris à lire. Oui. Et la cantine le midi, elle nous servait la soupe le midi, une soupe chaude. Et sans ça, maman me donnait un petit sandwich à manger après. Non, il y avait la gymnastique sur la cour. Ah, ça, moi j'étais adepte. Ah, j'aimais beaucoup la gymnastique. Et puis, on faisait des parties de volley-ball. Vous savez, on avait le ballon avec le poing. Ah, c'était bien, ce volley-ball sur la cour. Après, je voulais être coiffeuse. Maman dit non, tu vas être couturière. Parce que dans la famille, elles avaient de mauvaises jambes. Maman avait des ulcères variqueux à chaque jambe. Ma grand-mère les avait eus. Et je suis allée en pension à Angers, 3 ans. Alors, 1 an de broderie et 2 ans de couture. La première année. C'était une bretonne, notre prof. J'ai appris des chansons bretonnes. C'était très très bien la première année avec ce professeur de chant breton. Bon souvenir de la première année de couture. Ah, c'était la pension.
Maman, elle prenait un autocar. Elle venait me voir tous les 15 jours. Et elle faisait ses 25 kilomètres. Et elle avait apporté un petit sandwich dans son sac. Et on allait à une terrasse de bistrot. Peut-être qu'elle commandait un café et puis un verre d'eau pour moi. Et on pique-niquait toutes les deux à la terrasse du bistrot. Maman tenait beaucoup à venir me voir. J'aimais ça, ça me faisait sortir de la pension. Mais maman était encore sur la soucherie et la marquise venait à l'époque, là, avec Maurice Druon, etc. Vous avez connu Joseph Kessel et Maurice Druon. On les a eus là à la soucherie pour écrire des livres. Alors, Joseph Kessel avait une petite chambre, on appelait la chambre aux ânes, côté cellier. Alors, quand il avait à chercher quelque chose, on le voyait partir, descendre une allée, puis il remontait. Le copain, c'était Maurice Druon. Très, très copain. Alors, tous les jours après le déjeuner, Maurice Druon partait faire une grande promenade, pas la marquise. D'ailleurs, à la fin, elle a fait monter une bibliothèque. Ça tiendrait dans toute la pièce pour mettre tous ses livres. La comtesse de Rochefoucauld venait d'avoir son 4e enfant. La femme de chambre avait 80 ans. La marquise, sa maman l'appelle un jour, demande à Madame Mindroux si elle connaîtrait pas quelqu'un qui viendrait à Paris. Ce quelqu'un, ça a été moi. Maman est ressortie du château, là. Ça te plairait d'être femme de chambre? Et moi, je voyais la marquise arriver quelquefois avec sa femme de chambre et son maître d'hôtel, donc je savais ce que c'était. Alors je lui ai dit oui. Et alors c'est là que ça a été le départ pour Paris. Je devais avoir presque 18 ans, après mon CAP de couturière. Alors Six, Hugues, Charles et Robert de la Rochefoucauld, je donnais le bain, j'ai commencé par là, donner le bain aux enfants. Ça a été ma formation de femme de chambre. Et puis après, il a fallu pousser la table roulante dans la chambre de monsieur et madame, pour le petit déjeuner, là. Oui. Le maître d'hôtel, en bas, avait tout préparé. Il y avait cuisinière et maître d'hôtel. Personne ne quittait la maison. Jeanne et Pierre, le maître d'hôtel et la cuisinière, avaient une chambre en haut. Puis nous, on restait près des enfants. C'était pas les parents qui étaient avec les enfants, c'était nous. Mais la nounou était très bien Madame Maisonneuve. J'ai très bon souvenir de Madame Maisonneuve. C'est elle qui m'a formée, dans le fond. Bien servir les enfants, ce qui soit bien poli, aussi avec moi. Mais il l'était. Ah, oui, je vous dis, tout coulait bien. C'était moi qui les sortais. Les promener. Ah, tous les jours, fallait sortir les enfants. Je marchais dans les rues avec eux, à Neuilly. Alors le midi au déjeuner, on avait toujours la visite de monsieur le comte. Il venait dire bonjour à ses enfants, pendant qu'ils étaient à table. Nos vacances se passaient dans les châteaux des parents de la comtesse. Bonne-Étable, dans la Sarthe, chez le duc de Dudoville. Là, à Bonne-Étable, dans la Sarthe, ma sœur m'a rejoint un été ou deux. Elle faisait travailler des petits problèmes, des dictées. On commençait à les faire travailler, les enfants. Elle était très gentille, la comtesse. Monsieur le comte aussi. Je vais vous dire maintenant comment a terminé monsieur le comte. Monsieur le comte, il avait un bateau à Cannes. Ils ont été déçus quand je leur ai annoncé mon mariage. Ils auraient voulu que je me marie avec le marin qui entretenait le bateau. Ah oui, comme ça, elle aurait su. Elle savait qui elle avait. Alors, un jour, il remonte de Cannes avec son petit avion personnel. Il vole trop bas et il s'est tué en haut du Mont Blanc. Tué sur le coup, sûrement. Il a été retrouvé 1 an après. Les gendarmes étaient montés. Ils n'ont pas trouvé. C'est un chercheur de champignons, là-haut, ça m'étonnerait, qui l'a trouvé 1 an après, monsieur le comte. Jean, c'est simple. Comme maman m'envoie chez une cousine à Paris.
La cousine avait un grand-fils et qui, à ce moment-là, était au service militaire en Allemagne. Petit à petit, il rentre du service. Et puis, faut pas laisser Marie-Thérèse toute seule dans le métro, tu la raccompagnes. Et à force de me raccompagner, on ne s'est plus quitté. Même pour pas revenir en métro, il avait acheté avec ses petites économies un scooter. Et le mercredi soir, il me raccompagnait en scooter à Neuilly. Mais d'ailleurs, quand il m'a parlé mariage, j'ai dit, mais t'as eu d'autres filles, il y a les voisines avant moi. Ah non, non, c'était moi. Et vous, il n'y avait pas d'autres hommes qui vous plaisaient? Oh non, j'en ai rencontré comme ça, un clin d'œil. Mais je m'attendais pas à me marier aussi vite. Je suis contente. J'ai 22 ans quand je me marie. Alors là, quand j'ai annoncé à la comtesse que j'allais me marier, Marie-Thérèse, j'ai un coupon de tissu là en haut du placard. Regardez si vous connaissez une couturière qui peut vous faire quelque chose. Elle m'a fait ma robe de mariée. Une couturière dans le quartier où habitait ma belle-mère. Ah, j'ai eu une belle robe de mariée, satin broché, très très beau. Il n'y avait pas de col. Boutonné d'un bout à l'autre, devant, elle a mis un ruban de satin qui descendait jusqu'en bas. Ah oui, il y a un petit diadème, et puis un petit voile. Et quand on est arrivé à l'église, monsieur le curé, déjà, qu'on soit cousins, c'était pas rien. Il nous a mariés quand même. Je crois que tout le monde savait qu'on était faits l'un pour l'autre. Non, la famille était contents. C'était, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de logements. Tante Zoé, la sœur de ma grand-mère, qui était montée avec sa machine à coudre à l'époque pour faire de la couture pour les grands couturiers, avec son copain, monsieur Nardot, 90 ans aussi. Il ne pouvait plus monter au 6e étage, 6 rue Sophie Germain. Alors, mes beaux-parents les prennent avec eux, bien que la maison soit toute petite. Et nous, on prend le 6e étage de la rue Sophie Germain, 14e. Les 3 bébés sont venus tout de suite, 3 en moins de 4 ans. Il y a un garçon ici, un infirmier, qui me dit, comme ça, ils étaient faits. Je voulais mes 3 bébés. Et puis le salaire de mon mari suffisait à nous faire vivre. Et il travaillait à la RATP, réparait les autobus. Et quand on a été mariés, qu'il y a eu les bébés, il a été envoyé en Égypte. Il fallait construire le métro du Caire. Donc, il a été en Égypte avec une équipe, notre équipe de techniciens sûrement. Plusieurs fois, 2-3 mois, plusieurs fois. Il revenait, et puis il repartait. Alors, je suis allée une fois, oui, parce que on s'écrivait au départ. Il me dit, je peux pas te décrire comment c'est, il faut que tu vois. Alors, les odeurs, quand vous descendez de l'avion, la chaleur, c'est beau l'Égypte. On a marché le long du Nil le soir, en amoureux, on était très contents. On a de très bons souvenirs de l'Égypte. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Ah oui, parce qu'il va être 18h. Oh, l'heure de la soupe. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet entretempspodcast.com. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!